Bienvenue à tous dans cette édition spéciale de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Au sommaire de cette édition de l'ANR, Femmes, Innovation et Relance économique. Et nos invités du jour, Marinette Rikong, secrétaire générale adjointe du FIED. Bienvenue sur ce plateau. Merci Marcel, c'est un réel plaisir d'être ici. C'est nous. Karine Gatti-Belza, entrepreneure, formatrice de la FIED Academy. Bienvenue sur ce plateau. Merci Marcel et merci, de nous recevoir et un salut particulier à tous les spectateurs d'Africa 24, mais aussi à ceux qui regardent des outre-mer, de la Caraïbe. Merci, c'est nous. Aminata Traoré, présidente de Scoops Fab. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est très gentil. Awa Compaoré, directrice de 2CA, Société de développement de solutions solaires et énergies renouvelables. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir pour moi d'être là. C'est nous. Entamons cette première partie de notre émission consacrée à l'impact des femmes dans l'innovation avec ce reportage de la rédaction et on se retrouve juste après. À Ouagadougou, au Burkina Faso, dans le cadre du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, les sessions de formation intensive de renforcement des capacités de la FIED Academy ont réuni près de 1400 femmes de divers secteurs d'activité et venues de plusieurs régions du pays. Ces sessions ont été l'occasion pour ces femmes d'acquérir des connaissances sur les outils du digital consacré à la vente en ligne. Pour Karina Gatti-Belza, formatrice de la FIED Academy, le digital reste un moteur essentiel pour ces femmes pour élargir les clientèles au-delà des frontières locales. Une approche pratique qui ancre les apprenantes dans les exigences du commerce numérique. Ce sont des formations qui sont utiles, peu importe le secteur d'activité, que vous soyez agricultrice, transformatrice ou encore dans une entreprise de service. Ce sont des formations qui sont intéressantes et qui apportent à toutes les femmes. Nous sommes à l'ère du numérique, 72% des transactions se font en ligne, donc ça ne peut qu'être salutaire de pouvoir structurer, apprendre à s'organiser avec les réseaux sociaux pour vendre. Un second module, centré sur la transformation locale, a permis de rappeler l'importance d'une organisation rigoureuse des chaînes de production. Agricultrices, transformatrices et entrepreneurs de services ont salué la pertinence d'un contenu adapté à leur réalité quotidienne. Dans un contexte où les transformations en ligne se généralisent, ces compétences deviennent indispensables pour structurer une activité viable. Les retours recueillis à l'issue des ateliers témoignent d'un enthousiasme unanime. Et d'abord, sur le digital, c'est pour dire la vente en ligne et c'est les nouveaux moyens d'où il faut conquérir le monde entier, les marchés du monde entier. Donc, en ce sens, je pense que toute femme entreprenante ou toute femme qui inspire en tout cas à aller loin avec son activité doit impérativement être à mesure d'utiliser le digital, d'utiliser l'intelligence artificielle afin de lui faciliter toute chose sur la compétition au niveau du marché mondial. Des produits céréaliers. Et là aussi, nous avons bien compris qu'au lieu de vendre les produits bruts et qu'on aille transformer, venir nous revendre très cher. Il faut vraiment, avec l'initiative du président, avoir quand même une chaîne de valeur. Ça veut dire de la culture des céréales à la transformation des céréales jusqu'au produit fini et que nous soyons compétitifs sur le marché international et que les gens viennent, au lieu qu'ils viennent payer les produits bruts, aller transformer, venir nous vendre très cher, nous allons les vendre très cher pour devenir riches aussi, nous aussi. Plusieurs participantes voient dans cette initiative une étape clé vers la mise en place d'une véritable chaîne de valeur nationale. Dans le domaine agricole, l'objectif est de passer de la culture des céréales à la transformation jusqu'au produit final afin de gagner en compétitivité sur les marchés internationaux. Dans un contexte où le Burkina Faso atteint une production céréalière record estimé à 6 077 227 tonnes en 2024. C'était le reportage justement de la rédaction sur la libération du potentiel des femmes dans l'innovation. Karine, on l'a vu dans cet élément. Comment pour vous, les initiatives d'innovation peuvent-elles créer des opportunités d'emploi et plus stables et mieux rémunérer les femmes? Donc en fait, je crois qu'on sous-estime souvent,
les femmes agricultrices et souvent aussi, qui viennent des secteurs, des régions. On pense que comme elles sont loin, elles n'ont pas forcément accès à certaines technologies, ce qui est totalement faux. Quand on a fait la demande dans la salle, tout 99 avaient un téléphone portable, 90 avaient WhatsApp. Donc ça prouve déjà qu'il y avait moyen de donc en l'occurrence, nous avons voulu avec les formations, leur donner, d'autres outils, par exemple comme WhatsApp Business pour leur expliquer comment ça fonctionne, pour qu'elles puissent avoir accès à un autre regard au niveau, des compétences digitales, de pouvoir également avoir une initiation à l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est pour vraiment leur montrer, leur donner, de nouvelles bases et de nouveaux acquis pour pouvoir, se lancer dans une entreprise, une boutique en ligne, par exemple, même si elles sont dans les régions reculées. Marinette, justement au regard de ce reportage que nous venons de suivre, comment pourrait-on lutter contre la précarité et le travail informel des femmes principalement? Mais je pense que l'un des premiers outils commence par la formation et la conscientisation. L'information, déjà, pour leur expliquer de quelle manière ces nouveaux outils peuvent être utilisés valablement. Parce que je pense que autant Karine dit que 90% avaient WhatsApp, mais quel est le pourcentage réel qui sait utiliser WhatsApp à des fins commerciales? Voilà, ça, je pense que la formation serait très importante et puis, le suivi de ces personnes pour s'assurer de ce qu'elles utilisent effectivement ces outils nouveaux, pour, promouvoir, leur commerce. Donc à mon sens, il y aurait formation et suivi. Aminata, pour vous, comment justement, les nouvelles technologies peuvent être des moteurs, des catalyseurs justement pour permettre aux femmes de mieux vendre, à l'international, on va dire? D'accord. En tant que présidente de la coopérative des femmes agricultrices du Burkina, nous voyons que nos femmes sur le territoire national ont beaucoup de potentiel et ce qui les manque, c'est le manque d'information et de formation et l'utilisation du numérique. Beaucoup ont des produits locaux de très grande valeur, mais pour les mettre sur le marché national, international, c'est assez difficile. Donc, c'est l'accompagnement des autorités du pays, des ministères chargés de la communication et du secteur digital, qui va permettre à ces femmes de pouvoir vendre sur les réseaux sociaux et de se faire connaître sur les plateformes internationaux. Voilà, donc je pense que l'accompagnement des autorités, la formation pourra aider ces femmes à commercialiser ces produits sur le plan mondial. Je me tourne vers vous, Hawa. Pour vous, justement, l'alphabétisation et l'accès à l'éducation pour les femmes jouent, un rôle essentiel, dans cette sphère. Oui, effectivement, je suis d'accord que l'alphabétisation, la formation, les accompagnements sont nécessaires dans cette sphère-là, mais aussi faire en sorte que le travail soit plus efficient pour leur donner le temps d'effectuer ce qu'ils ont appris, dans le sens où la plupart du travail est fait de façon informelle ou bien à la main, ce qui prend beaucoup trop de temps. Donc, on veut travailler peut-être à l'industrialisation de la chaîne pour pouvoir avoir plus de temps. Et aussi, dans l'accompagnement, il faut penser aux énergies renouvelables dans le sens où, si vous avez les machines industrielles, vous devez utiliser des sources d'énergie qui ont un problème le pays ici, dans le sens où le grid ne peut pas supporter tout le travail qui s'effectue. Donc, en plus de la formation, il faut que les femmes puissent avoir le temps d'utiliser ça pour montrer leurs produits sur le plan national et aussi sur le plan international, pouvoir voir ce que d'autres femmes font ailleurs et mélanger les compétences. Karine, selon vous, en quoi la gouvernance, numérique, peut-elle renforcer les inégalités économiques entre les femmes et les hommes? Donc déjà, par rapport à l'accès à l'information, c'est-à-dire que maintenant, avec son téléphone, on a accès à des informations, qui viennent du monde. Donc déjà, de pouvoir donner
l'accès à l'information. Ça permet déjà de mettre, de réduire certaines inégalités. Puisque maintenant avec, l'intelligence artificielle, même si, on a des difficultés à parler, certaines langues où on est plutôt dans les langues régionales, on peut quand même tout de même produire des documents, en français, bien écrits avec des par exemple des étiquettes avec des informations. Donc tout ça, ça permet de réduire les inégalités. Parce que souvent on pense que qu'on qu'on a qu'on est moins important ou moins, intéressant parce qu'on ne peut pas forcément s'exprimer correctement, alors qu'en fait, il faut comprendre que le français, c'est la langue de base de personne, en fait. Même nous, dans la Caraïbe, nous, notre langue de base, c'est le créole. Donc en fait, le français, c'est une langue qu'on est obligé d'utiliser pour les étiquettes et cetera. Mais, on peut pas forcément pour l'utiliser correctement, on peut avoir maintenant des outils comme l'IA qui peuvent nous aider, qui peuvent les aider également à avoir des documents, produire des documents, des notices, même déchiffrer et également avoir accès à une information, aux informations importantes. Marinette, la cybersécurité reste, un risque, principal avec, 64 des répondants, suivi de la continuité des activités qui s'élève à 57. Quelle, stratégie ici pour réduire les risques liés à la cybersécurité? Vaste chantier, hein, je dirais, pour, quelqu'un de la vieille école comme moi qui part qui suis très peu compétente en nouvelles technologies. Je dirais que c'est néanmoins un gros problème qu'il faudrait adresser. Dans la mesure où je crois savoir que les attaques, internet peuvent anéantir, une entreprise, hein, complètement, c'est bien cela, non? Peuvent être complètement anéanties, donc ce qui signifie qu'on doit s'attacher non seulement à former, sur les capacités à utiliser les nouveaux outils, mais aussi sur la façon de protéger ces acquis en formant également, hein, sur la cybersécurité. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on parle de femmes entrepreneurs, on parle de femmes de générations différentes. Vous avez des très jeunes qui n'ont aucun problème à comprendre ce propos-là. Il y a des personnes comme moi d'une autre génération, qui doivent, cravacher pour savoir ce que c'est. Donc il faut prendre toutes les sphères, sociales en compte et former encore, vraiment, on se lassera jamais de le dire, parce qu'avec le temps, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se font au niveau social, à tous les niveaux de l'existence, par ignorance, en fait. Donc à chaque étape, dans chaque sphère, l'information est importante. Donc réduction de la cy de de la violence de la cybersécurité par la formation la généralisation, en fait. Voilà, pour protéger ses acquis. Aminata, de quelle manière les femmes peuvent-elles, contribuer à rendre l'industrialisation africaine plus durable et inclusive? Les femmes, du monde, du Burkina, elles peuvent, accompagner, l'industrialisation vraiment en s'y mettant et en remplaçant les méthodes locaux par les nouvelles méthodes. Par exemple, là, nous avons des machines dans tous les secteurs d'activité. Si je prends dans le domaine dans lequel j'évolue, le traitement du maïs, les récoltes, jusqu'à la mise en sac, ça peut se faire sur des chaînes bien données. Le sésame, la transformation, la récolte, le traitement, la mise en sac et la vente à l'international, tout ça, c'est des techniques que les femmes devraient remplacer les méthodes où elles faisaient manuellement par les machines, l'industrialisation, ça sera plus facile. C'est le remplacement, la formation à ces femmes pour dire qu'il y a de nouvelles méthodes qui ont remplacé les anciennes méthodes. Je reviens à vous, quel rôle pourraient jouer les femmes dans les chaînes de valeur industrielles? C'est vrai que vous faites dans le solaire et dans les énergies renouvelables justement. Je pense que le rôle de la femme est capital dans cette chaîne-là parce que généralement, elles sont celles qui récoltent, qui font le travail déjà. Et le rôle qu'elles peuvent jouer, c'est déjà de trouver sur la chaîne, euh, parce que, bon, avec les réalités du terrain, souvent, on ne peut pas avoir toute une chaîne de production sur le champ, mais voir sur la chaîne
où est-ce qu'on peut mécaniser pour être plus efficace avec le travail. Et je suis sûre que elles ont la possibilité de faire ça parce qu'en tant que femme, déjà, on gère les familles, on gère le travail. Donc, on a la possibilité de vraiment trouver un moyen de trouver là où on peut changer, en tout cas sur la chaîne, et puis d'être efficace là-bas. Et après, c'est de trouver comment commercialiser et ce qu'on a fait. Parce qu'une fois que cette production-là est faite de façon efficiente, on aura beaucoup de produits et les produits seront valables, seront qualifiés pour être sur la scène internationale. Trouver des partenaires qui vont écrouler et puis agrandir l'entreprise de cette manière-là. Merci. Karim, je reviens vers vous. Comment les partenariats publics et privés peuvent-ils renforcer la participation des femmes dans l'industrialisation sur le continent? Les partenariats privés et publics, pardon, doivent vraiment encourager les femmes à se former et à entreprendre. Et également, les femmes ont souvent un problème d'accès aux fonds afin de se développer. Et vraiment, il faut que les partenaires réfléchissent au fait qu'ils pensent surtout et acceptent l'idée que souvent la femme est à la base de toute industrialisation. Ce sont les femmes qui transforment d'abord et ensuite, au début, à petite échelle, et effectivement qui après euh, arrivent à grande échelle. Donc il faut vraiment pouvoir donner accès à ces femmes à des fonds, pour pouvoir se développer, pour développer leur activité, passer d'autres caps comme l'industrialisation, pour faciliter leur activité également et pour également leur faire grandir. Ça ne permet que de développer un pays, que de développer également l'autonomisation des femmes. Marinette, je rappelle que vous êtes également juriste. Donc, comment, à votre niveau, vous participez justement à la valorisation de l'entrepreneuriat féminin? Ben, écoutez, en tant que juriste, je participe à la valorisation par le conseil. Vous savez, le juriste a trait à l'humain, hein, et d'ailleurs tout ce qu'on fait, hein, je vais, me permettre de revenir, sur une formation que j'ai donnée ici au Burkina, pour signaler l'importance de la stabilité familiale, dans le développement économique. On assiste à la flambée des divorces, en Occident, et j'estime il faut agir en amont avant qu'on ait les mêmes phénomènes en Afrique. Donc, la juriste que je suis voudrait voir les taux de divorce réduits par la prise en compte de la question sociale et la question familiale, comme non plus seulement comme un enjeu social donc, mais comme un élément moteur du développement économique. Parce que les biens économiques qu'on produit, ce sont pour les hommes qui sont en bout de chaîne, mais au début de la chaîne, il y a l'agent économique en bonne santé qui a un potentiel, un rendement effectif parce que vivant dans un couple heureux, vivant dans une famille heureuse et donc ayant une capacité et une productivité largement plus élevée que dans une famille chaotique. Donc il s'agit, vraiment de ne rien négliger dans cette chaîne de valeur de la production économique, et je suis ici, vraiment pour, prier les autorités, burkinabées et africaines en général, d'agir avant que l'hécatombe, sociale qui se traduit par la jeune délinquance, l'échec scolaire, la criminalité précoce, que tout cela soit pris en charge parce qu'on aura compris qu'il ne s'agit plus seulement d'éviter les crises sociales, mais d'utiliser la stabilité familiale, le bien-être social familial donc, comme étant un outil moteur du développement de nos nations. Aminata, je reviens vers vous. L'accès à la terre est l'un des principaux obstacles pour les femmes agricultrices en Afrique. Quelle innovation aide particulièrement les femmes dans ce domaine pour améliorer leur productivité agricole? D'accord. Je vous remercie pour la question sur, ce volet. Je pense qu'au Burkina, il y a des terres, qui sont mises à disposition. Il y a des projets qui ont été mis en place. Par exemple, si nous prenons le pôle de Samandeni et Bagré Pôle, c'est des terres, qui sont disponibles, que les femmes peuvent accéder pour pouvoir,
faire leur agriculture moderne. Et je pense que sur ça, maintenant, ça a changé plus par rapport au passé où les terres appartenaient aux hommes. Maintenant, il y a des possibilités et pour les femmes, c'est vrai qu'il y a un coût à payer pour pouvoir avoir accès à la terre, pour pouvoir développer leur agriculture. Donc, si c'est à Ouagadougou, ici, pour le cas du Burkina, c'est un peu déjà trop serré pour avoir des terres sur Ouagadougou. Mais si on recule pour aller à Bagré, si on part à Dédougou, à Samandini, je pense encore qu'il y a des possibilités pour les femmes d'avoir des terres. Sauf qu'il y a un coût. Et puis, si elles ont ces terres, je pense que encore avec le ministère de l'Agriculture, il y a des projets qui accompagnent les femmes avec les engrais, du matériel agricole, qui les permettent de développer l'agriculture. On quitte la daba pour aller vers les tracteurs, les houes et puis bon, les charrues. C'est plus comme au temps d'avant où c'était les daba, l'âne, ça a changé. La vision de l'agriculture au Burkina, nous partons vers un développement agricole, une mécanisation agricole. Et puis bon, je pense que ça va beaucoup aider les femmes. Si nous avons accès à la terre, je pense que l'agriculture, ça va changer. Avoir réaction sur ce volet? Je suis d'accord qu'avec l'accès à la terre, ça va changer, mais aussi l'accès au financement. Parce que comme elle l'a mentionné, malgré le fait qu'on peut avoir les terres, il y a toujours un coût qui est associé. Et malheureusement, avec le temps que ça a pris pour que les femmes puissent avoir ces accès-là, on n'a pas eu à construire un crédit pour être vu comme quelqu'un à qui les banques peuvent faire confiance, les institutions peuvent faire confiance pour donner le financement. Donc, les femmes ont besoin de partenariats, de financement, de quelqu'un qui croit en elles et de croire en elles-mêmes. Même les statistiques, hein, c'est bien de les partager souvent parce qu'on est en train de parler que, par exemple, quand une femme travaille et que la femme gagne quelque chose, 70% de ses revenus vont dans la famille, dans l'éducation des enfants. Donc, ça repart dans la société. Et moi, je pense que des messages comme ça doivent être passés. On doit parler aux hommes, à la population pour qu'on investisse sur la femme, pour qu'on comprenne que investir sur une femme, travailler avec une femme, c'est travailler pour le développement de son pays, mais aussi de l'Afrique en général. Merci mesdames. C'est sur ces notes que nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de notre émission sur le commerce intra-africain, le rôle précis des femmes. On se retrouve juste après la pub. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom spécial FIED 2025 et nous sommes toujours en compagnie de nos invités Marinette Rikong, secrétaire générale adjointe du FIED, Karine Gatti-Belza, entrepreneure et formatrice de la FIED Academy, Aminata Traoré, présidente de Scoops Fab, Awa Compaoré, directrice de 2CA, Société de développement de solutions solaires et énergies renouvelables. Nous traitons, mesdames, dans cette deuxième partie de l'émission, du commerce intra-africain, les femmes au cœur du commerce intra-africain. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction et on en discute juste après. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et les politiques industrielles régionales sont des leviers fondamentaux pour l'intégration de l'Afrique. La ZLECAf a pour objectif de libéraliser le commerce entre les nations africaines, tandis que les politiques industrielles régionales sont axées sur l'établissement de chaînes de valeur et le renforcement de la compétitivité du continent. En étant coordonnées, ces deux stratégies sont un puissant moteur de croissance économique, d'industrialisation, de création d'emplois et d'attraction des investisseurs, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. L'amélioration des infrastructures soutenant le commerce s'est révélée essentielle au cours des 3 à 4 dernières années, depuis le début de nos échanges dans le cadre de la ZLECAf. Il est désormais clairement établi que l'un des principaux obstacles au commerce intra-africain réside dans le manque d'infrastructures adéquates permettant à ce commerce de croître durablement.
Nous collaborons étroitement avec nos institutions de financement, en particulier la Banque africaine de développement, afin de relever ces défis liés au financement du commerce et des infrastructures. À mon avis, le point de départ doit être la suppression des barrières qui freinent et empêchent la mise en place de chaînes de valeur efficaces à travers le continent. L'Afrique ambitionne de réussir sa transformation industrielle pour réduire sa dépendance aux industries extractives. Le secteur manufacturier, 13% du PIB en 2023, pourrait atteindre 13% d'ici 2043, ajoutant jusqu'à 168 milliards de dollars au PIB grâce à des réformes et politiques ciblées. Selon un rapport d'Afreximbank de mars 2025, les échanges commerciaux intra-africains ont atteint 208 milliards de dollars en 2024, soit une croissance de 7,7% par rapport à 2023. L'Afrique australe est le moteur de ces échanges avec 58,1 milliards de dollars, suivi de l'Afrique de l'Ouest, 52,8 milliards, l'Afrique de l'Est, 46,8 milliards, l'Afrique du Nord, 31 milliards et l'Afrique centrale, 19,4 milliards de dollars. Une fois les chaînes de valeur établies, la question suivante est de savoir comment s'étendre vers de nouveaux marchés. Cela passe notamment par la réduction des barrières commerciales, la limitation des droits de douane et la facilitation des échanges entre les pays africains. Il s'avoue que cet objectif est réalisable. Nous en avons eu la preuve immédiatement après la pandémie du Covid-19, avec la mise en place réussie d'une chaîne de valeur pour la production de vaccins en Afrique. Immediately after COVID-19, on the establishment of a vaccine value chain for the continent of Africa. En dépit des progrès, le commerce intra-régional demeure vulnérable à la volatilité des prix et aux chocs externes. Les échanges sont entravés par des fortes restrictions tarifaires et non tarifaires et des coûts des transports élevés dus à la mauvaise qualité des infrastructures. Pour renforcer la résilience et créer une croissance durable, il est impératif d'accélérer l'industrialisation, la production de biens à plus forte valeur ajoutée et la diversification économique. C'était le reportage sur les objectifs de la ZLECAf. Marinette, le commerce de marchandises de l'Afrique a rebondi en 2024 avec une hausse de 13,9% pour atteindre 1500 milliards de dollars contre une baisse d'environ 5,4% en 2023. Comment les femmes entrepreneurs peuvent-elles mieux contribuer au développement de la ZLECAf? Elles peuvent mieux contribuer, au développement de cette ZLECAf, les femmes, en augmentant leur production déjà et la qualité de leur production. Heu, Parce qu'il me vient à l'esprit que l'un des problèmes, que l'on rencontre souvent en Afrique, c'est le problème de constance dans la quantité et la qualité des produits que l'on vend et que l'on exporte. Si on veut une exportation et un commerce solide et pérenne entre les différents pays d'Afrique et d'Afrique et des Caraïbes, il serait d'abord intéressant et fondamental de s'attacher à une production de qualité, une production constante et ensuite, développer, l'industrialisation, développer l'industrialisation et voir comment les femmes qui sont dans les gouvernements pourraient, contribuer à prendre des solutions qui développent les infrastructures maritimes, routières, ferroviaires, afin que les coûts de transport ne soient pas trop élevés, de manière à ce qu'il y ait un retour, sur investissement intéressant. Et donc, et puis évidemment la partie juridique aussi qui serait, destinée à résoudre les conflits parce que le commerce, ça signifie aussi les conflits parce qu'on n'est pas tout le temps d'accord. Donc il y aurait ces différents secteurs-là. Alors Karine, de votre point de vue, comment les femmes peuvent mieux développer le commerce intra-africain? Donc, moi, je pense déjà en consommant local. Enfin, venant de la Guadeloupe, des Caraïbes, je sais que nous avons vraiment développé cette politique d'abord de consommer local, de produire et de consommer local, premièrement, et après de favoriser les échanges avec les autres îles. Nous avons vraiment le même combat, c'est-à-dire que nous sommes, l'Afrique est sur un espace
qui est quand même, on va dire, proche, mais on a du mal à avoir des interactions entre les pays. Les Antilles, la Caraïbe, c'est pareil, alors que quelquefois, on est juste à 1 heure ou à 2 heures de bateau. Donc, il y a vraiment une valorisation déjà des produits à faire, que d'apprendre à aimer nos produits, parce qu'ils ils s'exportent, donc d'autres les aiment, mais nous, déjà, on les consomme pas autant qu'on devrait. Donc, on d'abord, premièrement, consommer local, donc apprécier ce qu'on fabrique, consommer ce qu'on fabrique, améliorer également la qualité, comme a dit Marinette, et ensuite pouvoir avoir une mobilité qui est plus fluide. Je vous donne un exemple. Entre la Martinique et la Guadeloupe, il y a une demi-heure en avion et en termes de coût, on est aux alentours de 400 €. Il y a vraiment un problème de transport et pareil également de transport de marchandises. Donc il faut vraiment trouver des solutions pour qu'on puisse avoir, une fluidité au niveau des transports. Maintenant je me rends compte et je vois que de plus en plus de compagnies réussissent à relier l'Afrique et la Caraïbe, et ça, c'est vraiment intéressant et important, et il faudrait que de plus en plus, le système maritime s'y mette aussi pour qu'on puisse vraiment avoir des échanges. Nous consommons les mêmes produits, nous consommons des ignames, des bananes, nous avons vraiment les mêmes produits de consommation. Il est vraiment important qu'on puisse, travailler ensemble et consommer différemment nos produits. Awa, de votre point de vue, le faible niveau d'intégration, économique est un défi majeur justement. Quel, mécanisme justement pour renforcer, le niveau d'intégration entre pays africains déjà? Je pense que, ce sont les collaborations et les formations, les participations à des conférences, par exemple comme le FIED, et puis d'autres dans ce sens où il y a beaucoup de pays africains qui peuvent aller, qui peuvent comprendre ce qui se passe dans les autres pays. Maintenant, quand on parle de la femme, je vais revenir au fait qu'il y a beaucoup de responsabilités qui viennent, les responsabilités familiales de l'entreprise, et il y a le voyage qui va venir s'ajouter dessus. Ça, c'est un autre volet qui fait que, bon, il faut que tu sois plus efficient avec le temps. Donc, beaucoup de confiance en soi, être prêt, connaître le produit quand on arrive dans des espaces comme ça, où on peut parler de son produit, trouver des partenaires, comprendre les différences culturelles dans les autres pays africains ou même de la Caraïbe. Même si on a les mêmes produits de consommation, on les consomme différemment, mais juste comprendre que c'est possible d'utiliser ce qui est là. Par exemple, trouver le temps propice aussi pour les exportations, parce qu'il y a beaucoup de produits saisonniers, ou bien les produits, et au Burkina par exemple, les produits vont se détériorer à un certain moment de l'année. Donc trouver comment on peut avoir des partenariats pour faire sortir ces produits-là et puis ne pas faire des pertes. Donc, pour résumer, c'est le partenariat avec les gens sur place dans les autres pays, avec des femmes qui sont peut-être au même niveau ou bien à un niveau un peu plus élevé que l'autre, où on peut travailler ensemble et puis faire connaître le produit. Aminata, tu aurais réaction? D'accord. Sur le volet qu'elle a abordé, c'est juste parce que s'il y a des femmes du Cameroun, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire qui sont en avance ou qui n'ont pas encore atteint un niveau où nous, les femmes du Burkina, nous avons atteint, une collaboration, un partenariat peut nous permettre d'évoluer ensemble. Ce dont l'autre a besoin, l'autre entreprise peut l'accompagner. Mais qu'est-ce qui peut résoudre ça? C'est à travers les forums, comme elle l'a dit, les rencontres nationales comme internationales, et les présentations des produits, la communication aussi sur nos produits. Parce que là où il manque un peu à nos femmes, il y a un manque de communication sur ce que nous faisons. Et ce manque de communication joue un peu sur l'économie. Peut-être s'il y a plus de communication, il y aura plus de partenariats. Avec le développement du secteur numérique, je pense que si nous arrivons à communiquer, ce n'est pas seulement pour le Burkina, mais c'est pour le monde entier. Et tout le monde pourra nous contacter pour des partenariats. Et maintenant, c'est plus facile, on transmet les échantillons. Quand c'est validé, il y a une réunion de rencontre et un partenariat peut être signé. Je pense que là, ça peut faciliter ce développement économique.
Marinette, je reviens à vous. Comment les politiques de commerce et d'intégration régionale affectent-elles les femmes travaillant dans le secteur informel? Mais je dirais, par le manque d'harmonisation de ces politiques-là. C'est-à-dire que si, il y avait moyen d'instaurer des règles communes par rapport de production, de qualité, de commercialisation, de tout type quoi, pour qu'on sache que d'un pays à l'autre, ce sont les mêmes règles qui valent, ce serait un grand pas pour la fluidité du commerce. Pour ne pas vous couper, justement, on a ces taxes d'impôts qui diffèrent par pays, les taxes douanières et tout ça. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui pourrait être fait par les différents États? Ben, ce qui pourrait être fait, ce serait qu'ils se réunissent autour d'une table, qu'ils regardent leurs spécificités nationales et qu'ils s'accordent sur un médium, comment on dit? Un point médium où personne ne perdra et où, tout le monde gagnera. Je pense que le la consultation, la concertation parce qu'il y a for on n'a pas les pays n'ont pas les mêmes réalités, comment dire? Géographiques, climatiques, humaines et cetera. Chacun a son agenda, comment dire? Par rapport aux impôts mais je pense qu'en réfléchissant, il y a moyen de moduler tout cela pour arriver à un équilibre régional et continental. Karine, justement, de votre point de vue, vous qui êtes dans les Caraïbes, comment favoriser justement cette connexion-là entre l'Afrique et les Caraïbes? Déjà, il faut, qu'on puisse pouvoir, s'y rendre de façon plus simple. Je vous donne un exemple, pour, venir, donc nous avons eu, Ophélia, qui est une icône de la Caraïbe, qui est venue chanter pour l'inauguration du FIED, qui sort de la Dominique. Donc pour venir à Ouagadougou, donc elle a fait Dominique, Martinique en bateau, 2 heures, Martinique-Paris, 8 heures, Paris-Bruxelles, ensuite Bruxelles-Maroc et après Maroc-Ouagadougou. Donc déjà, C'est un long périple. c'est un long périple. Il faut vraiment que, les États, les gouvernements, trouvent une des solutions pour fluidifier les échanges entre les personnes et ça, c'est uniquement par le transport. Il faut vraiment qu'il y ait des solutions de transport pour qu'on puisse travailler ensemble. On peut faire effectivement en 2025, on peut faire les choses par à distance avec les outils numériques, c'est sûr, c'est clair. Mais dans nos traditions, on aime se voir pour conclure des affaires. On aime se voir pour pouvoir, au moins une fois, pour pouvoir, travailler ensemble. Donc c'est vraiment important d'avoir des solutions, qu'on puisse se rencontrer, des compagnies aériennes qui vont dans la Caraïbe et vice versa. J'ai eu, le bonheur de voir sur les réseaux qu'il y avait maintenant, par exemple, une ligne, Barbade-Ghana et également, Nigeria-Trinidad. C'est super. Mais il y a également les Antilles, on va dire la Caraïbe francophone qui appellent de ses vœux vraiment. Quand on regarde la carte du monde, on est à par exemple, de la Guadeloupe, Sénégal, on serait à 6h30 avec un avion. Il faut trouver des solutions pour qu'on puisse, communiquer, travailler ensemble et ça, c'est le transport. À Awa, il y a la ZLECAf justement qui est là précisément pour lever toutes ces barrières, mais beaucoup reste à faire encore. Oui, effectivement, beaucoup reste à faire et je suis d'accord qu'il y a le transport qui est là pour la libre circulation des personnes. Mais aussi, quand on va pour les biens, ça c'est un autre cas parce qu'une fois que vous êtes d'accord, il y a beaucoup de choses à apprendre quand il s'agit de faire le transport de produits. Il y a beaucoup de frais douaniers qui diffèrent en fonction des pays. Hem, je pense que c'est un gros problème qui a besoin d'être résolu et les gens c'est bien que les gens puissent parler de ça, qu'ils puissent avoir des solutions pour pouvoir permettre aux femmes ou bien le mouvement des biens dans l'Afrique ou bien entre l'Afrique et les Caraïbes. Aminata, je reviens vers vous. Grâce à la ZLECAf, les PME constituent près de 80% des acteurs économiques du continent. Justement, comment pour vous, la ZLECAf pourrait permettre à toutes ces PME d'accéder à de nouveaux marchés?
D'accord, c'est à travers, la communication et l'accompagnement et aller vers, ces PME pour donner l'information et vraiment proposer des solutions, allégées pour permettre à ces PME du continent de rentrer en contact et de travailler. C'est vraiment faciliter, les conditions, d'échange, de transfert, de pays à pays pour pouvoir, faciliter les échanges entre PME. Ouais. Réaction? Marinette, sur ce même volet? Ben écoutez, je suis entièrement en harmonie à ce que vient de dire Aminata. Communication, information, mise à disposition des moyens effectifs et efficaces pour, mettre en œuvre, ce qu'on a envie de faire, ce à quoi on aspire dans ce domaine-là. Voilà. Réaction? Déjà, je dirais, que par exemple des initiatives comme le FIED, qui est un forum d'affaires et d'investissement, mais qui également, qui a un volet formation par exemple avec, toutes les femmes merveilleuses qu'on a reçues, au début. Ce sont des initiatives qui permettent aussi de fluidifier les échanges. Par exemple, nous avons une petite délégation, de la Caraïbe et d'ailleurs, mais il faut vraiment encourager ce genre d'initiative et de façon plus large pour que vraiment, quand on a des rencontres comme ça, qu'on puisse vraiment avoir par la suite des résultats sur des projets économiques. Hem, il faut savoir que je crois et je pense que les femmes sont prêtes. Nous sommes prêtes à travailler ensemble. Nous avons, cette énergie, cette volonté de faire des choses ensemble. Le FIED, par exemple, nous rassemble. Il nous permet de nous rencontrer et de pouvoir nous proposer des projets les unes aux autres. Mais il faut aussi que vraiment qu'on puisse passer le cap et qu'on puisse vraiment aller, vers l'action et faire des choses, effectives ensemble et être aidés aussi par l'État, le gouvernement, les institutions pour vraiment accompagner de façon financière, ce genre d'initiative. Hawa, pour revenir, sur le volet commerce extérieur qui reste dominant justement sur le continent, quel mécanisme selon vous pour réduire justement, cet excédent? Le commerce extérieur dans le sens où on veut exporter nos produits. Hem, la qualité des produits, et aussi la communication sur les produits, la communication sur comment les produits, sont faits, l'authenticité des produits. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se baser vers le bio, dans le sens où les produits généralement à l'extérieur sont des produits qui ont beaucoup de produits chimiques. Donc, si on a la possibilité de montrer de là où il vient, de montrer des femmes qui le font, parce que les gens ont compris le problème du genre et ils sont en train de vouloir consommer, de vouloir supporter. Donc, la formation dans le digital et la formation dans comment montrer tout le processus ou du moins sans montrer ses secrets, le processus de fabrication, de formation et comment mettre ça sur les réseaux sociaux et avoir plus de gens qui sont intéressés sur ces produits-là. Maintenant aussi travailler avec les organisations gouvernementales. Je sais qu'au Burkina, on a l'APEX qui aide dans les exportations. Donc ils font des formations sur les normes internationaux pour que les produits respectent ces normes-là, pour que les produits soient exportables et tout. Donc, en tout cas, travailler avec, ces organisations-là pour avoir des produits qui peuvent être exportés, avoir des collaborateurs qui peuvent aller trouver ces gens qui ont besoin de nos produits, qui peuvent mettre nos produits dans leur supermarché et tout, pour qu'on puisse travailler ensemble. Aminata, qu'est-ce qui est fait à votre niveau dans le cadre de la valorisation des produits locaux? Vous faites dans l'agriculture. Oui, 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 ce qui est fait, c'est comme elle vient de le dire, c'est la communication sur nos produits et la communication, sur ces produits permet, aux à ses partenaires de les voir. Également au Burkina, nous avons, le CIAO, le FESPACO et il y a plusieurs, forums et plusieurs ateliers qui nous permettent de présenter ces produits et également, il y a les semaines des innovations où on présente ces produits, ce que nous faisons nouvellement pour permettre, à ces partenaires, de voir ce que nous faisons d'authentique, à base des produits locaux. À base des produits locaux. Alors mesdames, vous avez un dernier mot de la fin?
Ben, Terminer là-dessus, justement sur la valorisation des produits locaux? je pense que pour valoriser les produits locaux, il y a une action à avoir chez nous en Afrique, hein, par rapport à cela. Et il y a également une action à avoir du côté de la diaspora. Parce que ce qu'on oublie parfois de dire, c'est qu'il y a une vaste communauté africaine un peu partout dans le monde. Je le dis parce que j'ai vécu dans beaucoup de pays différents et il y a une vaste communauté africaine à l'extérieur. Donc, il faudrait que la communauté africaine de l'étranger fasse sa part pendant que ceux qui restent sur le continent font leur part. C'est-à-dire à l'étranger, que nous soyons les premiers consommateurs et publicitaires de nos produits. Karine, je vous retourne la même question dans le cadre de la valorisation des produits locaux. Non, tout à fait, Vu de la diaspora, bien sûr. diaspora, bien sûr. Oui, comme je le disais, il faut vraiment qu'on s'aime et qu'on aime nos produits. Qu'on en soit fiers. Nous avons vraiment des produits de qualité. Nous sommes dans une dynamique mondiale où tous les produits transformés, peut-être on le vend en poupe, mais en ce moment, tout le monde revient aux vrais produits, aux produits sains, aux produits bio, aux produits qui sont vrais. Et il faut vraiment s'emparer de ce mouvement-là et de mettre en valeur nos produits. On est dans un moment clé où on peut choisir effectivement de mettre ces produits-là en avant. On a l'exemple, des pays qui sont, entre guillemets, «développés» où le diabète, l'hypertension et toutes les problématiques de santé explosent à cause de la malbouffe et à cause des entre guillemets, de la malbouffe et à cause des produits transformés à l'excès. Et nous, on a la chance d'être dans entre 2 eaux où on peut voir ce qui peut nous arriver et ce qu'on peut éviter et comment trouver les clés pour valoriser nos produits et ne pas passer dans un chemin où justement on atterrit vers plus de diabète, plus de produits sucrés et cetera. Donc il faut vraiment aimer nos produits locaux, les valoriser, encourager à les consommer, que nous-mêmes nous les consommons avec plaisir et puis vraiment, ne pas avoir honte, de ce que nous produisons avec nos mains. Nous avons de la valeur, nous sommes des personnes, qui avons beaucoup d'éthique et nos produits sont beaux. Donc il faut qu'on s'aime, qu'on aime nos produits. Merci mesdames, c'est sur ces notes que nous allons clore justement cette, émission. Marinette Rikong, secrétaire générale adjointe du FIED, merci d'avoir été parmi nous. Merci, merci Marcel, c'est un vrai bonheur d'être là. C'est nous. Karine Gatti-Belza, entrepreneure, merci d'avoir été parmi nous. Merci Marcel. Aminata Traoré, présidente de Scoops Fab, merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup, présidente des femmes agricultrices du Burkina. Merci. Awa Compaoré, directrice de 2CA, Société de développement de solutions solaires et énergie renouvelable. Merci également d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24. L'information continue sur Africa 24.